pourrait y déceler aucune frontière, mais une création. Et si l'on me dit que à la surface de cette création, il y a des créatures, elles ne sont que les créatures d'une création, et donc à mon avis, elles sont une créature. Et il y a à ce moment-là, en 1900, il y avait eu, avant qu'on parte, l'année d'avant, 72, déjà de grands remue-ménages au parti communiste, etc. Beaucoup vont rejoindre le PS, le Parti Socialiste, qui naît, ce n'est plus le PSU. Mais beaucoup des jeunes vont rejoindre des mouvements qui avaient gravé leurs lettres de noblesse sur les murs de Paris, maoïstes, trotskistes, léninistes, anarchistes, etc. Avez-vous connu Béni? Non, non. C'est un des seuls personnages juifs et qui vont venir en Israël que je n'ai jamais connu. Mais j'ai plusieurs de ses ouvrages à la maison, bien sûr, qui étaient dans la lutte ouvrière. Moi, je distribuais information ouvrière. Et je ne veux pas faire d'études longues, au grand déboire de mes parents. Et on me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et je dis, je veux soigner les souffrants. Va faire médecine. Non, c'est trop long. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai entendu un de mes amis d'enfance, avec qui je suis toujours. Sa mère est la chef du personnel de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, l'assistance publique. Et lui est d'une certaine manière comme moi. Et elle nous dit, voilà, 3 ans, plus une spécialité, 1 an, 4 ans, et vous sortez infirmier avec un diplôme d'État et une spécialité. Je vais faire anesthésie-réanimation à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, de 74 à 78, j'étudie à Paul Brousse, et je suis très content, je rencontre des gens. Mais durant ces années-là... Et qu'est-ce que vous aviez comme grade? Aucun grade à cette époque-là. J'ai 18 ans. Je sors à 18 ans, oui. 19 ans. Et je rentre donc à l'école d'infirmier de Paul Brousse, l'hôpital à côté de l'Institut Gustave Roussy, la recherche sur la cancérologie. Mais l'hôpital Paul Brousse, qui est connu du fait de celui chez qui j'irai faire mon stage de fin d'études, le professeur Henri Bismuth, sur les transplantations hépatiques de foie. Et durant ces années-là, avec mes camarades de classe, filles et garçons, nous nous inscrivons à l'OCI, l'Organisation communiste internationaliste trotskiste. Et durant ces années-là, de 74 à 78, eh bien, nous militons. Bien sûr, nous pensons toujours faire la révolution. Et nous sommes donc vers la fin de mes études témoins de ce qui se passe au Cambodge, en Afrique centrale. Et nous décidons qu'à la fin de nos études, nous allons partir avec, comme nous l'ont proposé d'ailleurs Médecins sans frontières, la possibilité d'intégrer des équipes qui partent en Afrique ou en Asie afin de travailler dans les camps de réfugiés des familles massacrées des Khmers rouges. Et donc tout est arrêté, le chemin est tracé, notre militantisme, nos études. Je dis toujours que j'ai connu les meilleures années de Paris et de la France. Les années 60 à 79, ces 19-20 ans-là. La chanson, la musique. Ah, je vous ai pas dit, j'adore danser. Montre-moi. Oh, Danser? non. Mais si. Chanter. Non, Alors chantez. J'ai été apprendre à danser. Je voulais apprendre la... Maman ne voulait pas. Alors elle m'a inscrit à l'accordéon.
mais l'accordéon, mon frère au saxophone et moi à l'accordéon. Le solfège m'a très vite saoulé, et donc j'ai arrêté. J'avais 15 ans. Et à 15 ans, j'ai dit, ben alors, je voudrais apprendre à danser. Et il y avait un cours, j'ai oublié le nom, c'était Place de la République, où on apprenait à danser, vous savez quoi? Step dance, les claquettes. J'en ai fait un peu. Et j'ai appris, j'en ai fait pendant presque 2 ans, mais j'aimais danser. Et donc le militantisme politique, les études, entre guillemets études, de Vincennes et des cafés, des sous-sols philosophiques, formaient entre eux, et ces sous-sols et Vincennes, une formation, et il faut le dire, pour cette jeunesse qui le voulait bien, parce que la majorité, vous imaginez bien qu'elle n'était pas là. Sur une classe de 30 élèves, 2-3 se sauvaient de terminale pour aller au Select Latin. Et je serai toujours ébloui de cette chose-là, mais quand j'étais au patronage, et ça m'a marqué, et je le dis encore à mes étudiants, on avait fait les ponts de Paris. Et une année, c'était au mois d'août, c'était la commémoration de la libération de Paris. Et sur les ponts, certains ponts, il y a des plaques avec les noms des gens qui ont combattu la bataille de Pont-Paris avant que la deuxième division de Leclerc rentre à Paris le 25 août 1944. Et la phrase donc, de ce moniteur-là a été gravée dans ma mémoire. Tous ceux qui ont combattu dans ces ruelles, sur ces ponts, étaient des jeunes qui, comme vous, apprenaient à croire. Croire dans l'homme, croire dans l'idéal. D'autres viendront des jeunesses catholiques, comme ces jeunes dont je vous parle venaient des jeunesses politiques, mais tous avaient foi, croyaient, avaient confiance, étaient fidèles, avaient une vérité, et ils ont combattu. Nous avons des images, nous dit-il, de l'Institut national de l'audiovisuel, où l'on voit dans les carrefours des Français descendus de leurs appartements regarder leurs enfants se battre pour leur. Mais la plus belle image, je crois, si je ne m'abuse, que c'est Paris, dans Paris Match ou Paris, je ne sais quel nom avait le journal à l'époque, où sur un banc près des quais de la Seine, il y a une jeune fille avec la tête posée sur l'épaule d'un jeune garçon et des deux côtés, il y a une mitraillette Stein. C'était en quelle année? Quoi, cette image? Ces images-là. La libération de Paris, août 45. Oui. Mais moi, ce dont je vous parle de 16 ans, c'est 70-71. Et ça m'a marqué que ce n'est pas le chiffre, de la même manière que je découvrirai que l'État d'Israël ne s'est pas fait avec le chiffre. Quand un juif sortait de Russie pour aller en Palestine, sans arriver à New York. Donc vous voyez bien que ces enfants, cette jeunesse minoritaire étaient capables d'orienter, de donner un sens. C'est bien orienter, hein, c'est chercher l'Orient. Ex-Orient Lux, la lumière vient de l'Orient. Et donc j'ai milité. Et donc voilà, la leçon politique, la leçon philosophique, la leçon humaniste. Vouloir traiter par le métier que tu t'es choisi la souffrance, la douleur, la mort, et pouvoir avec tout cela penser que l'on va pouvoir aider l'individu, mais autant l'humanité, comme on disait à notre époque, aux lendemains enchanteurs. Qu'est-ce que vous avez enseigné à Paris? Rien du tout.
Mais comment vous étiez professeur, vous m'avez dit que vous Non, étiez pas à professeur. Paris. Maintenant, Et vous êtes professeur ici en Israël? J'enseigne dans ce qu'on appelle les collèges académiques. C'est religieux. Qu'est-ce Alors, que il y a vous enseignez? J'enseigne, mais je vous dirai dans un instant, l'historiosophie biblique. Oui. Histoire et philosophie du Tanakh, de la Bible. Où est-ce que vous avez eu votre formation? J'ai eu ma formation dans les 7 années de yeshiva que j'ai fait en Israël. Où? Où Dans quelle yeshiva? 2 ans au Merkaz Arav, 2 ans à la yeshiva de Bethel, 2 ans à la yeshiva de Amalé Adoumim et 1 an à la yeshiva de Hebron. Du communisme à la yeshiva. Non, Comment là, est-ce là. que vous avez sauté? Ben, attendez. Est-ce qu'il y a eu une époque transitoire? Oui. Quand on est proche du départ, quelques mois du départ pour le Cambodge, il y a une idée saugrenue qui me vient à l'esprit. C'est que la fameuse graine d'il y a quelques années, 5 ans auparavant, commence à me titiller. Et je voudrais savoir, enfin et définitivement, si je suis ce que la graine essaye de me faire entendre, ou je suis ce que j'ai décidé de vivre. Et pour le savoir, je décide de venir en Israël, de reculer le voyage au Cambodge, d'être à l'Ulpan et Tzion à Jérusalem pour apprendre la langue et être au plus proche, et travailler à l'hôpital Hadassah pour être au plus proche. J'ai décidé, est-ce que je vous aimerai, Nissim, ou bien est-ce que je ferai partie de ces juifs qui lutteront à tout jamais pour que vous ne soyez plus jamais juifs. Et donc je suis venu. Mon histoire dira qu'il n'y a pas de hasard. Ou bien certains diront, oh quel hasard. Mais un des premiers malades qui me tombe entre les mains, c'est le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Et quand je rencontre le Rav Cook, imaginez-vous que quand j'arrive, j'ai les cheveux longs et les idées courtes. Mes idées ne se sont pas les idées courtes que quand j'ai coupé mes cheveux. Je parle du point de vue hébraïque. Et je vais vous donner une anecdote qui va résumer ma rencontre avec le Rav Cook pendant 1 an et demi. Il me dit, vous connaissez, vous avez certainement lu, enfin son traducteur, le Rav Yossi Badichi, traducteur, pas tellement parce qu'il parle l'hébreu, mais il a une manière de parler avec un accent yiddish, et il a déjà 91 ans, qui est très difficile à comprendre, et le Rav Yossi Badichi me traduit en quelque sorte dans un hébreu plus facile. Et il me dit, vous avez lu Aristote? J'ai dit oui, un peu. Et il me demande si j'ai lu Proust. Je vois le visage du bonhomme, le religieux, chapeau noir, barbe blanche, etc. Je découvrirai très rapidement qu'il est à la tête d'un mouvement qu'on appelle le nationalisme religieux et l'implantation juive en Eretz Israël. D'ailleurs, le jour où je suis arrivé, on est venu me présenter à lui, parce que je m'étais occupé du père d'un homme qui est mon Rav jusqu'à aujourd'hui, le Rav Hillel Plesser, et qui était l'élève du Rav Yehuda. Et il m'a demandé de savoir si j'accepterais, en dehors de mon travail, de faire des heures supplémentaires, payées bien sûr, pour être présent et voir tout ce qui se passe avec le Rav Cook. Et le jour où on arrive, on nous bloque à la sortie de l'ascenseur. Et très vite, je vais savoir que nous étions bloqués parce que de la chambre du Rav Cook sortent le premier ministre d'Israël, Menachem Begin, et son ministre d'éducation nationale, Zvulon Amer. Eh bien moi je rentre après. Imaginez-vous qui suis. L'espèce de révolutionnaire raté. Et donc il me dit, vous avez lu Aristote, Proust? Pas le premier jour, quelques jours après. Et j'ai dit oui. Il dit, et pourtant vous avez tout le temps soif. Et vous êtes continuellement assoiffé. Alors j'ai dit oui, ce que je vous dis tout à l'heure, parce que je suis curieux.
je lis le dictionnaire. Peu de gens lisent le dictionnaire. Les gens lisent des romans, des essais, des ouvrages. Peu de gens lisent le dictionnaire. Alors il me dit, vous voulez savoir comment repaître votre soif? Ben, je lui dis toujours. Il me dit, si vous êtes capable, non pas de mettre de côté votre soif, mais d'aller chercher le puits qui recèle l'eau qui pourra vous abreuver au point que vous serez repu, vous verrez qu'un jour, elle ira même, cette eau, jusqu'à déborder, et on viendra vous demander à boire. Quel est ce puits? La Torah. Le puits, c'est le puits de mon identité, ce que j'appelle aujourd'hui, et que j'ai appris chez le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Manitou, Zatzal, mon hébraïcité, Exact. mon hébraïsme, l'hébreu qui se cachait dans le juif que j'étais. Et j'ai fait la paix avec le juif parce que j'ai découvert l'hébreu. Et ceux qui vont m'aider, c'est non seulement Manitou Zatzal, mais le professeur André Neher, Zichrono Livracha, qui va me permettre de lire le livre de Théodore Lissing, La haine de soi. Et je vais apprendre que tous mes ressentiments provenaient d'abord et avant tout du fait que je ne m'aimais pas. C'est le livre que Je ne m'acceptais pas. Je ne me voulais pas. Je vais non seulement en Israël rencontrer ces anciens de l'école de Paris, Eliane Amado Lévi Valency, Zichrona Livracha, Rachel Israël, professeur André Neher, professeur Binyamin Gros, Zichrono Livracha, et bien sûr Manitou, Tzadik Livracha. Et d'un autre côté, les Israéliens, le monde au Merkaz Arabe, à Maladoumim, à Bethel. J'achète un appartement à Maladoumim, nouvellement marié. Mais pendant 2 ans, quand je suis au Merkaz Arabe, j'étudie pas dans la yeshiva du Merkaz Arabe. C'est la yeshiva qui paye la moitié de mon loyer. Parce que le Rav Tzouda, avant qu'il meure, avait demandé à me ramener là. Donc j'étudie dans la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, je n'ai qu'à faire ça avec la main. Et tout de suite, il y a des gens qui viennent pour voir ce que j'ai besoin, pour comprendre, pour traduire, parce qu'il y a des francophones aussi. Et c'est comme cela que j'avance. Je fais la connaissance du Rav Shlomo Aviner, parce que son frère habite juste à côté de chez moi. Alors le dimanche soir, j'ai le plaisir d'aller l'écouter et de le rencontrer personnellement. Il m'inspire beaucoup. D'abord parce qu'il a une culture. Et donc il dénote de l'image du juif que j'avais, de ce juif, je parle du juif religieux, je ne parle pas des Franz Rosenzweig, des Martin Buber et autres personnages qui vont marquer la pensée, le savoir et la connaissance juive, bien entendu. Mais de l'image que j'avais dans ma jeunesse, quoi, de ce que j'appelais les petits juifs. Vous pouvez me parler de la pensée du Rav Kook et du sionisme, de la nébuleuse sioniste, si vous voulez dire un mot, parce que c'est quelque chose d'obscur. On attaque le sionisme Mais je vais vous à dire tout l'étranger. simplement. En France, moi je me découvre sioniste. En Israël, je me découvre Je vais prendre un peu sioniste. du gâteau parce qu'il n'est pas mauvais. Hein. Ah, il est très bon, il est fait pour vous. Alors sachez que tous ces gens que vous avez cités, ce sont Fais-lui un autre. tous mes copains. Bon, Voilà. fais-lui un autre thé. Je lui fais, mais il y a déjà du thé. Fais-lui un autre Non, thé non, parce que celui-là, j'ai il pas est fini. froid. Attends, Il est froid. Je chauffe avec de l'eau chaude. Non. J'ajoute de l'eau chaude. Oui. Très bien. D'accord. Parlez-moi du sionisme parce que moi je veux être informé sur le sionisme pour combattre je vais à découvrir. l'étranger. Je vais découvrir le sionisme aussi, bien entendu, À travers Herzl, il y a Botinski, Kook. à travers le Rav Kook, mais aussi à travers Herzl. Et puis ma curiosité va bien entendu rester. Et donc je lis. Je lis beaucoup parce que je veux savoir, je veux découvrir. Qu'est-ce que va représenter le sionisme? Comme son nom l'indique, que je reviens à Sion. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que Sion. Alors Sion en français, ça ne veut rien dire. Mais je vais découvrir que Sion en hébreu, c'est Tzion.
Tzion, j'apprends avec mes enfants, j'apprendrai avec mes enfants, mais j'ai appris avant que Tzion, c'est aussi Tzion, c'est-à-dire la note que l'on donne, c'est-à-dire une évaluation. Et Tzion, c'est aussi la borne de repère. Donc je comprends que le sionisme, c'est savoir se redonner la possibilité de recouvrir ses véritables valeurs et de reconnaître où ces valeurs doivent s'entendre. Il y a un sionisme religieux, il y a un sionisme politique, il y a un sionisme socialiste, il y a un sionisme révolutionnaire. Chacun a vu le retour. Ce qui est important, c'est de savoir que dans tous ces groupuscules, la volonté première est de redonner à l'homme sa terre. C'est-à-dire qu'il y a comme une reconnaissance, pas fortuite, mais subconsciente, que l'homme masculin, Adam, est intimement lié à Adama féminine. Et ces hommes, ces femmes sentent malgré eux l'attrait inéluctable dans cette maison qui va devenir très vite, grâce à Herzl, et par la suite à d'autres, mais malheureusement, la Shoah y jouera son rôle aussi, à transformer cette conjugaison en une véritable histoire conjugale pour Israël. C'est cette conjugalité-là qui s'appelle le sionisme. L'amour d'un peuple pour sa terre. Soyez plus précis. Je ne comprends pas ce que ça veut dire conjugal. Conjugal, ça veut dire que c'est un homme et une femme qui s'aiment, et parce qu'ils s'aiment et qu'ils sont deux êtres différents, veulent essayer de faire un. Les jeux et les tus de l'histoire, comme disait Buber, doivent devenir les nous. Qui est l'homme et qui est la femme ici? Le peuple est l'homme, la femme est la terre. Et comme tous les paysans, dans le regard qu'ils ont à la terre, et c'est pas étonnant que le traité de Sanhédrin, page 98, je crois, de Sadikret, dit que, d'après le verset de Yecheskel au chapitre 36, « Et vous, montagne d'Israël, donnez vos branches, portez vos fruits, car mon peuple Israël est proche de revenir. » Et Rachid de dire là-bas, il n'y a pas de signe plus obvi que le début de la délivrance, si ce n'est que la terre donne son fruit, et que les enfants d'Israël donnent son fruit avec abondance, Perotea Be'aïn Yafa, et le peuple de revenir. Ben voilà. Donc, les gens, même non religieux, je ne suis pas venu m'intéresser à Israël avec mes cheveux longs et mes idées courtes, parce qu'il y avait un raisonnement religieux, pas du tout. Si tous les juifs... Le raisonnement était d'abord et avant tout un raisonnement identitaire. Si ou non, il y avait une raison de revendiquer une identité nationale quand, durant toutes ces 10 dernières années, nous étions dans une revendication internationaliste. Et cette revendication identitaire, elle a pris des formes socialistes, des formes collectivistes, des formes nationalistes, etc. Je dis qu'il y a dans tout cela une même âme en action, celle que je vous ai expliquée. L'homme et la terre, le peuple et la terre, cette conjugaison qui va devenir conjugalité, qui va devenir unité, au point que grâce à cette union, lo ve'adam yada et chava, ve'am yada et arzo, ve'adam yada et admato. L'homme qui connaître en hébreu la da'at, savoir, c'est un zivug. C'est une relation intime qui va générer un enfantement, une pérennité dans le devenir. Voilà, c'est le sionisme. Et ensuite, si tous les juifs étaient rassemblés en Israël, est-ce que Israël n'aurait pas besoin des autres nations pour sa culture, pour le développement de sa culture, pour des modèles politiques? Vous voyez combien aujourd'hui, géopolitiquement parlant, le monde est un grand village. Et nul ne peut revendiquer qu'il n'a pas besoin de l'autre, que ce soit commercialement, économiquement, socialement, politiquement.
nous sommes imbriqués les uns dans les autres. C'est peut-être parce que le village se fait jour aujourd'hui que dans le village, quelqu'un a le rôle d'allumer un réverbère. Oui. C'est une belle image. Dans le village mondialiste, il y a une maison qui est chargée d'allumer les réverbères, Zéacol. Le sionisme, je m'en fous complètement du sionisme. Ce qui m'intéresse, c'est le sens du sionisme, le devenir du sionisme. Et entendez bien, ma chère amie, que j'emploie toujours, et vous entendez dans ma bouche, le devenir, car il est l'épithète du verbe être, alors que l'avenir dont on nous rabat l'esprit, l'avenir, c'est l'épithète du verbe avoir. Et c'est pas précisez. Eh bien, je vais vous le dire. C'est pas parce que j'accumule mes avoirs que je pourrais être. Oui. Mais vous savez que si je commence à déclamer mon verbe être, j'aurai toutes les chances d'avoir, d'obtenir, de cueillir, de recueillir, etc., etc. L'avoir est conséquent de l'être et pas le contraire. Et ce que nous venons chercher en Israël... Mais quel est le but du sionisme? Le but du sionisme, c'est qu'un... Non. Dans le sionisme, puisque vous rejetez le sionisme actuel. Le sionisme a pour but de permettre le rassemblement des exilés. Point barre. Point barre. Or, dans le rassemblement des exilés, vous y mettez, bien entendu, l'assise politique, sociale, économique, etc. Ce que le rassemblement des exilés signifie, c'est que tout le monde est rentré dans la maison du village. Et que si tout le monde est rentré dans la maison du village,